avec Benoît Audet, coordinateur offensif des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Donc, pour commencer, on va commencer avec une actualité footballistique ou sportive. Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ça fait pas longtemps, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention? Pour toi qu'on s'est Ben, il y avait un match des Alouettes hier. Oui, t'as manqué la fin. J'ai manqué la fin. Tu veux-tu une bonne aïe. anecdote de... Parce que dans le temps que ces épisodes-là sortent, des fois, on n'est pas dans l'ordre, mais hier, on a fait une Table ronde. table ronde de coach de ligne offensive. OK. Avec Carl Monjoie, Marc Glaude et Carl Brennan. J'ai cru voir Carl Brennan sur le sideline hier. Ça se peut-tu du match? Non, je te confirme qu'il n'était pas sur le sideline du Je match. pensais que c'était lui en regardant la TV. Non, mais ça aurait pu parce qu'il était à Montréal. En fait, il était assis ici, puis on a fini par écouter un peu le match. Puis à la demi, on a fait un aller-retour Montréal-Québec pour aller le reporter chez eux. Fait qu'on a écouté le match À la radio. à la radio. Et les Alouettes ont perdu. Mais les Alouettes ont perdu, mais ils ont perdu de manière un peu déplorable. Je sais pas Mais si ils t'as ont regardé tenu, la hein? game. Ils ont tenu. Ils ont tenu, Mais ils ont tenu, mais à la 10 minutes du quatrième quart, tout s'est Ouais, écroulé. c'est ça. Ouais, ils ont eu leur chance. Leur défensive a super bien joué en début de Vraiment. match. L'attaque De pas quoi a saisi fait une les interception opportunités. incroyable. Ouais, ça je l'ai Ouais. vu. Ouais. Ouais. Puis, Mais il- bon, ceci étant... Non, mais ça, Leur attaque, c'est pas, ça part pas. C'est fou, hein? dans les 10 dernières minutes, Pierre, 3 interceptions. Ouais, mais la dernière, tu sais, Ben, c'est grave. Harris essaie de faire un jeu de foot. C'est puis ça, mais bon. Mais oui, Quand même, là, tu sais. Plus un point retourné pour un touché. Là. Ah, ça, je l'ai pas... C'était 14-14. Là. Ah, je sais, je l'ai vu. Winnipeg, Aïe, aïe, dommage. ils Ben, gagnent leur Winnipeg, game, les trois, tu sais, offense, defense, special team, ils semblent gagner tout le temps là, Ouais. contre C'est l'adversaire. contre eux qui vont rejouer comme prochain match. Là. C'est un C'est ça. back-to-back. Hein? Ouais, Ah alors ouais? par le temps Ouais. que le podcast sort, On va avoir le résultat probablement. Exact. À moins que ceux qui l'écoutent sur Patreon vont sûrement l'avoir avant. C'est ça. Mais Attends, ouais, attends. back-to-back contre la meilleure équipe, c'est pas... c'est tough pour notre ami Danny. Là. Ben, c'est tough pour tout l'Est, si tu veux, mon avis. Là. Ouais, Ouais. c'est vrai. Vis-à-vis l'Ouest. C'est Là. vrai, c'est vrai. c'est Il vrai. a là. Il n'y ça- a pas une équipe dans l'Est qui a un winning record. c'était comme ça il y a 10 ans ou 15 Ouais. ans dans CFL. C'était Ouais. les équipes de l'Ouest qui gagnaient tout le temps. Mais c'est ça, là. Ouais, Mais là, là, c'est- l'Est, on sert à rien pour de vrai. Là, J'imagine qu'ils vont se replacer. là. Ouais. Hopefully. Un Mais jour. sinon, actualité foot, ben c'est... Il y a de la fébrilité dans l'air, pour de vrai. En tout cas, moi, je sais pas si vous... J'allais dire, à toutes les années, c'est ça, mais là, tout le monde est sur le dernier sprint pour recommencer. Ben, vous recommencez là, en fait. Ben, Premier nous, meeting ce soir officiel. Premier meeting ce soir, donc actualité, j'imagine que la majorité des équipes collégiales commencent dans les Mhm. Mais prochains Division jours. 1, Division 1, vous recommencez tôt, quand même. Ben, je pense que la règle, c'est 3 semaines avant ton premier match Mais que tu peux pratiquer. c'est ça, je pense. Mais votre premier match, il est plus tôt que tout le monde, ça se peut-tu? Ça se peut. Moi, je suis Ouais. pas très bon là-dedans. Il faudra regarder Non, c'est sur ça, hein. le web, mais je pense qu'on joue le samedi 28 ou quelque chose dans le style. Ouais. Donc, Mais je pense que c'est ça. Peut-être qu'on est avant les autres, j'ai aucune Ouais. idée. Mais bref, ça va être fou. Ça va être fou. En tout cas, là, on dit tout le temps ça, on est out, Mhm. là, mais pour de vrai, puis c'est une belle ligue, puis là, on peut bien te le dire, là, mais tu sais, des fois, on s'en parle ou on parle entre amateurs de foot, puis la personne qui peut dire qui va, j'allais dire pas dominer, parce que c'est même pas une question de dominer, mais qui va sortir de cette ligue-là est bonne parce que c'est dur à prédire. Tu sais, on te le souhaite, toi, que ça soit au Vieux-Montréal, mais c'est une ligue forte. Là, on pourrait en parler tantôt, mais je suis curieux de savoir c'est quoi. Comment tu vois cette ligue-là maintenant, aujourd'hui, versus quand tu étais dedans il y a pas si longtemps que ça non plus. Mais bref. Ouais. Ouais, on pourra en parler, absolument. Fait que les Spartiates qui recommencent, est-ce que tu suis le football professionnel? Je suis ça de manière éloignée, mais je suis la NCAA. Plus que le... Plus, même, je suis surtout Division 2, ou tu sais, les équipes, pas nécessairement les top Division NCAA, Division 1, parce que je trouve qu'il y a du bon foot en Division 2. Tu sais, des choses qui sont un peu plus près de ce qu'on pourrait faire, nous autres. Mhm. Donc, oui, ben, je suis ça, comme tout le monde. Là. Ok. Est-ce que tu as une équipe chouchou? J'ai
pas d'équipe chouchou. Je dirais qu'il y en a qui m'aimeront pas, mais je trouve qu'un gars comme Brady, moi, je trouve ça super impressionnant. Ben, Tu sais, oui. À 45 ans, joueur de la NFL, le gars, c'est une machine. Là. c'est une machine. Alors moi, quand j'étais jeune, j'ai 57 ans, donc quand j'étais jeune, mon idole, c'était Joe Montana. Tu sais. Puis je trouve que j'aurais jamais pensé qu'un gars serait meilleur que Joe Montana. Puis Brady, il est dans une autre ligue. Là. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais j'espère qu'il joue pas une année de trop, puis après ça, il va se blesser, puis j'espère qu'il n'y aura pas de séquelles d'avoir joué trop longtemps. Je pense pas, mais ça doit pas. Quand est-ce que ton corps te lâche, là, tu sais? Ouais, exact. Mais c'est probablement c'est peut-être ça puis kicker, mais c'est probablement la seule position au foot que tu peux jouer aussi longtemps. Là. Je veux dire. Long snapper aussi. Ouais, long snapper. Ben même encore là, tu sais. Mais je veux dire. Long snapper, c'est plus physique qu'on le pense. Il faut que tu descendes, là. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les règlements qui les protègent, c'est ça, exact. C'est pas comme ça à l'époque. Il n'y a plus de blindside là, à l'ancienne. Aussi. Tu veux dire? C'est vrai. On salue. Mais bref. Mais oui, je suis ça de manière éloignée un peu, mais en saison de foot, tu fais du foot. Hein, non, c'est ça, là. Ben, moi, je squeeze quand même un petit Red Zone le dimanche, là, parce que je suis un peu accro à ça, là, bon. NFL Red Zone, c'est déjà ça? Ouais, je connais. Ouais, c'est NFL Network, ça, right? Ouais, c'est ça, mais c'est que, comme on fait toute l'après-midi, toute la journée. C'est toutes les games de match qui en jouent, match. exact, simultanément, là, tu sais. Moi, je tape les matchs. Moi, je tape les matchs. OK. Et je les écoute en vitesse. Ouais, je te suis. Alors, une game de foot, ça dure pas longtemps quand tu. Ouais, non, c'est quand il n'y a pas de pause publicitaire, quand il n'y a pas d'entrejeu, pas rien, c'est juste du foot, ça va vite. Ouais, c'est ça. On parle à un autre coach qui faisait ça aussi. Il y a beaucoup de coachs, je pense, qui enregistre la game, puis après ça, il fait juste. Et moi, j'ai pas de son. Même quand j'écoute live, habituellement, c'est muet. Même pas de la musique, là, même pas un petit jazz, là. Non, j'écoute la game, je regarde ce qui se passe. Ouais. Je suis un peu plate quand vous venez voir un match de foot avec moi parce que je suis toujours dans l'analyse, tu sais. Exact. Donc c'est un peu plate, mais bon, c'est comme ça. Ben là. On peut-tu manger des chips à côté de toi? Oh oui, on peut faire tout ce que vous voulez. Juste pour être sûr. C'était quoi ton premier contact avec le football? Premier contact avec le foot, je dois avoir l'âge de 6 ans. Mon frère, plus vieux, Marc a 2 ans de plus que moi, se présente pour aller jouer à Tom. Moi, je suis un gars de North Shore, donc de l'Ordre des Ormeaux. Et Marc se présente, et puis pour jouer à Tom, et il a été coupé. Alors, il faut comprendre qu'on venait de Laval, on ne parlait pas anglais, pas un mot. Et mon frère avait rien compris de ce que c'était jouer au foot. Mon père avait dit, c'est une manière de s'intégrer dans la communauté anglophone. On va jouer au foot. Alors, il a été coupé. Et puis, il l'a pas pris. Donc, pendant tout l'hiver, ma mère nous avait fait des sacs de foot. Des sacs, pour frapper, bloquer, tout ça. Ma mère était couturière, elle nous avait fait des sacs. Puis dans le sous-sol, mon frère s'entraînait à se préparer à sa 2e année à Tôme. Puis moi, j'étais le petit frère, donc... C'est toi qui mangeais le sac? Non. C'est toi qui faisais le sac. Même, je pense que c'était ma sœur plus vieille qui tenait les sacs. Faudrait que je lui demande. Puis, c'est comme ça que le foot est rentré dans ma vie et dans la maison. T'as joué quelle position? Où je jouais de DB à receveur au courant. Je jouais... à Tom, je jouais ce qu'il appelait... je jouais monster back. Alors, c'était une position que tu t'alignais où tu voulais sur le terrain. Mon coach me laissait la liberté quand je jouais à Tombe de m'aligner où je voulais. Et puis, je jouais monster back. Puis, je me souviens, c'est là que probablement que j'ai eu ma première évolution comme coach, je dirais. Parce que j'avais deux de mes chums, Sylvain Denis puis Gilbert Paiement, qui jouaient tackle défensif. Puis je leur donnais des coups sur les fesses à Tombe pour les changer de gap, pour que moi, je puisse blitzer dans le gap que je voulais. Et c'était fou, là, puis j'étais le plus petit. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est ça. Donc, ça a commencé à l'âge de, j'imagine, 7 ans, je devais être sur le terrain, ou 8 ans, je sais pas trop. Ouais. Fait que tu coachais déjà tes coéquipiers. Quand tu regardes ça de même, je bougeais. Mais j'avais la liberté, je m'alignais où je voulais. C'était cool, ça. C'était vraiment cool. Puis est-ce que c'est pendant toute ta carrière de joueur que tu as joué pas mal receveur DB? Ouais, exact. Ouais. Exactement. Ouais.
Fait que c'était comme une introduction au coaching, une pré-introduction au coaching, là, d'une manière, là, de la manière que tu le racontes. Mais comment est-ce que comment est-ce que tu commences à coacher? Ben, je commence à coacher. Moi, j'ai joué collégial pour les Jets d'André Grasset. Pour les Jets d'André Grasset? Les Jets d'André Grasset et la première Ok, année je des comprends. Phoenix d'André Grasset. Je viens de comprendre. Donc, j'ai joué 3 ans à Grasset. Ouais, ouais. Donc, ouais. je suis un des... Ben, je suis dernière année, alors ceux qui écoutent le podcast, Ouais. mes coéquipiers qui ont joué pour les Jets en 83, je pense. Ouais. C'est la dernière année des Jets. Ouais. Alors, j'ai joué pour Grasset 3 ans. Les Jets et les Phoenix. Est-ce qu'ils étaient vert forêt et blanc? On était blanc et rouge. Toujours. Ça n'a Alors, jamais changé. ouais, maintenant, ils ont du noir, je pense. Ouais, Exact. ouais. À l'époque, c'était blanc et rouge. Ok, d'accord. Moi, Les exact. Jets. Les Jets. Les Jets. D'André Grasset. Alors, Et pourquoi le nom a changé? alors, le nom a changé parce que la directrice des sports, Danielle Lacroix, chic dame, voulait un nom qui était francophone. Donc, Ouais. elle a dit on fait un concours, soumettez vos noms. tu sais. Mm. Alors, j'avais soumis un nom, moi, qui n'a pas Mhm. été retenu. Et Et c'était- j'avais appelé, ben, parce qu'il y avait du volleyball, Ok. il y avait du badminton, il y avait du foot. Alors, moi, j'avais appelé ça les GETS, G-E-T-S, prononcé à la française. Mhm. Mhm. Et elle m'avait pas trouvé drôle. Ah, non, donc, c'est ça, exact. Ça a pas donc, été- les Phoenix avaient gagné. le Ça n'a nom. pas été retenu. En fait, toi, tu cherchais juste une excuse pour garder le même nom. Exact. Wow. J'étais dans le clan de on change pas les choses. Non, là. c'est ça, exact. là. Exact. Ça fonctionnait comme ça. Ouais. Là, j'allais dire son renaît, mais... Tu sais, pourquoi le Phoenix? Il renaît de ses cendres et... Ben, j'imagine que, honnêtement, je n'ai pas demandé, mais je présume que les Jets, étant morts, la renaissance sont devenus les Phoenix. Mhm. Je dis ça, là, j'ai aucune idée, mais Ça ferait c'est du sens. logique. C'est Ou il logique. voulait un nom d'animaux parce que c'est super original, Ouais. les noms d'animaux. Ouais, mais c'est pas un animal. Faut que j'arrête de hein. dire... Faut que j'arrête de dire... Ben, un phénix, ouais, non? C'est mythologique, un phénix, Ouais, ça? c'est- ouais. C'est mythologique. C'est Mythologie grecque, Ouais. Je sais pas si ça se trouve dans la nature. je pense. Non, Non, ça existe. Non, ça existe pas, un phénix. Non. J'allais dire, faut que j'arrête de dire ça, les noms d'animaux, parce que je coach maintenant pour une équipe Les avec lynx. un nom d'animal. Ouais, Tu sais. c'est ça. Ouais. Mais bon. Donc, tu racontais que tu étais à Grasset. Ah oui, j'ai jamais dit quand est-ce que j'ai commencé à coacher avec ça. Exact. Alors, j'ai l'année que j'ai gradué en 84, 3. ma dernière Quatre. année. 85, Grasset m'a engagé pour coacher les receveurs. Mm. En 84, quand je jouais, il n'y avait pas de coach de receveur. Donc, je jouais et il fallait que quelqu'un s'occupe un peu, alors je m'occupais un peu des gars. Mm. Donc, Ouais. ouais, alors, C'est mais comme ça que ça a officiellement commencé. en 85. c'est Ok. ça. Exact. T'as coaché combien de temps avec Grasset? À Grasset, j'ai fait 85, 87, 86. J'ai pris une pause pour étudier. Je donnais un coup de main, mais je ne coachais pas. Donc, Mhm. j'ai fait 2 ans, 3 saisons, 2 années. là. Ouais. C'était quoi les techniques dans ce temps-là? Là? C'était quoi cette... Hey, vous Qu'est-ce- dire honnêtement, je me Vas-y. souviens même pas. OK, c'est tellement loin. C'était des drills. Je pense que je me souviens pas d'avoir d'enseigner de technique. On lançait le ballon, puis... Ok. tu sais, j'étais pas un coach, là. tu sais, Non, mais Cool. c'est ça, t'avais le titre, mais j'étais curieux de tu sais, savoir c'était... mais tu sais, le football n'était pas non plus évolué comme il est maintenant. Où Mais que c'est le ça. système de jeu est hyper évolué. Mais c'est drôle qu'on dit ça parce que mon coach collégial, Pierre Gélina, alors ça vous dit rien probablement? Alors, Non. Pierre Gélina était mes 2 premières années à Grasset. Lui avait joué aux États-Unis. Et dans un gros collège, mais je ne sais pas lequel. Il avait joué en Division 1. Il Ok. était revenu, son frère, j'ai oublié son prénom, a été commentateur à RDS dans les premières années pour le baseball. Donc, il a joué 2A ou 3A, je ne sais pas quoi son frère. En tout cas, c'était des sportifs, ces gars-là. Puis, je me souviens très bien de notre système de jeu à l'attaque. J'étais receveur. Mais il nommait les joueurs par une lettre sur la ligne à l'attaque. Et
quand moi, je suis devenu coordonnateur la première fois à John Abbott, donc après Grasset, je suis allé coacher à John Abbott, ben, je numérotais par une lettre mes joueurs de ligne à l'attaque, puis ça venait directement de l'époque que moi, j'avais appris ça de mon coach, Pierre Gélina. Donc, tu sais, c'est... Exact. Là. Il n'y avait pas, là, ça a l'air vraiment. On parle comme si ça faisait super longtemps, mais ça n'avait pas si longtemps que ça non plus. Il n'y avait même pas la télécouleur, Pierre. Mais non, attends. C'est Mais- blague. Ben, ça fait pas si longtemps, mais Non, là, c'est ça, fait assez mais- longtemps qu'il n'y avait pas d'équipe francophone universitaire. C'était même pas dans les... Ça n'existait pas. Mais toi, là, mettre une lettre sur les joueurs de ligne offensive dans un playbook ou pour les identifier. Mais pas dans un blocking scheme. Ouais, Non. C'est ça moi, n'existait pas. ben moi, en tout cas, ça devait exister à quelque part. Ouais, mais toi, Mais t'as moi, amené ça dans les équipes. où Mon t'étais. introduction, et je l'ai eu, moi, quand je jouais au collégial. Les 3 années que j'ai coaché après, il n'y avait pas ça. Puis à John Abbott, on avait ramené ça un peu. Tu sais, ce système-là. Qui maintenant, ben je sais pas comment c'est pour les autres, j'en ai aucune idée. Mais moi, dans mon système, on utilise des lettres, c'est sûr. Non, ouais. Mais alors, Wow. ouais. Wow. Puis là, ça, ce système-là, ça te suit bien évidemment à John Abbott, parce que c'est là que tu es allé après Grasset. Alors j'ai coaché 7 années à John Abbott à l'attaque. Donc j'ai fait receveur de passe, unité spéciale et coordinateur à l'attaque à John Abbott pendant 7 saisons. À l'époque que John Abbott était dans le 3A. Donc division 1 maintenant, mais 3A à l'époque. Ça s'appelait comme ça. Alors, ça fait pas longtemps, mais ça fait assez longtemps pour que les divisions ont changé. Ouais. Mais Pierre et moi, on est assez vieux pour avoir 3 A sur nos côtes de cuir au moins. Là. Oh, Ok. ouais. Parfait. On y tient. Exact. Alors j'ai été là jusqu'en dernière saison est en 94. OK. Puis pourquoi on a changé de Grasset à John Abbott? Je voulais coacher dans un niveau... Grasset à l'époque était 2A, je présume. Là. Puis je pense qu'il n'y avait pas de A, c'était 2A puis 3A. J'avais le goût de me lancer dans quelque chose d'un peu plus... Raffiné. tu sais. Alors je suis allé. Moi, j'étais un gars de West Island. John Abbott était pas loin. Je connaissais personne à John Abbott. Je me suis présenté. Je leur ai dit... je suis un coach de foot. Et voilà. J'aimerais ça. C'était 7 super belles années avec Bob Binden, qui était le coach en chef. Super bon gars. Dennis Wade, qui est devenu coach en chef par après, avant Pat Gregory. Donc, c'était l'ordre là-bas, c'était Bob Binden à l'époque, qui était coach en chef. Dennis Wade, puis Pat Gregory maintenant, qui est coach en chef. Donc, j'ai fait 7 super belles années. Ouais. 7 ans. Ouais. Ça. Fait que là, t'avais fait 12 ans au total avec Grasset et John Abbott combinés. Ben, 10 ans, Approximativement. mais 10 ans parce que c'est 3 plus 7. Mais Pardon. c'est à partir de quand que tu sais, tu finis de jouer puis tu commences à coacher puis c'est comme. C'est à partir de quand que tu t'es comme. Hey, moi, je veux faire ça le plus longtemps possible. Parce que t'avais l'air à vouloir. Ouais. À être parti sur. Ben, moi, tu sais, j'ai jamais. Je suis pas un carriériste. Je dis pas ça méchamment, là, mais moi, j'ai une job, je fais autre chose dans la vie, mais le foot, c'est une passion depuis que je suis tout petit. Donc, je n'ai jamais vraiment pensé à ça. Tu sais, j'ai eu des pauses, on va en parler probablement, mais... c'était naturel. Ben moi, il n'y a pas une journée depuis je sais pas combien de décennies que je pense pas foot. À un moment donné dans ma journée. Alors, c'est en moi, ça fait partie de moi. C'est ma manière aussi de probablement changer mes idées par rapport à ma job ou whatever. C'est un beau milieu, on côtoie. Moi, je n'ai pas d'ambition de coacher universitaire, peut-être ça va se faire, mais je trouve que le niveau collégial, je trouve que les jeunes ont besoin de direction. C'est bon pour les gars. Je suis aussi égoïste dans le sens que, bon, j'aime le foot, c'est sûr, mais je suis égoïste parce que je me dis, si les gars graduent, ils vont probablement gagner une paye supérieure à quelqu'un qui ne gradue pas. Ils vont contribuer aux rentes du Québec. Ils vont me faire vivre quand je vais être à la retraite avec mes rentes. Donc, je suis égoïste. Je vous coach à 17, 18, 19 ans parce que je veux que vous gagniez des belles payes pour payer ma rente quand je vais être à la retraite. Alors, voilà. Donc, voilà. Non, mais je pense qu'on a une influence sur... une influence, et je dis pas ça là, qu'on veut avoir une influence, mais je pense qu'on a une influence positive à cet âge-là. Où est-ce que... souvent, tes parents, à cet âge-là, tu sais, t'es comme... tu te dis, bon,
mon père il est un peu gossant, ma mère, tu sais, bon, ainsi de suite. Puis ton coach, ben, c'est une image d'autorité, puis tout ça. C'est la personne que tu écoutes le plus. Exact. Quand tu es capable d'installer ça, tu sais, ils vont... Parce que c'est ça, moi je le dis tout le temps, là, mais tu sais, des jeunes à cet âge-là, puis quand je dis des jeunes, ben je considère qu'au cégep, c'est quand même des jeunes aussi, là. Mais quand tu es capable d'installer ce lien-là, oui, tu es capable de leur montrer du foot, mais tu es capable de leur montrer plein d'affaires aussi, là. Ah, absolument. Puis tu sais, coach, moi, quand j'étais petit, à Tombe, Mosquito, Pee-Wee, mon voisin de la troisième porte de chez moi, M. Parsons, c'était mon coach. Ben, M. Parsons, tout le long de mon parcours, jusqu'à temps que j'arrive au vieux, il n'y a pas 2 jours qu'on se parlait pas. Puis c'était mon coach jusqu'à Pee-Wee. Donc, il venait prendre un café, il habitait à côté. Puis, bon, c'était... T'es ton coach, c'est ton coach. Hein? Comment... juste parce que ça me fait penser à ça. Tu sais, tu dis à tous les jours tu penses au foot. Au moins une fois, là. Ouais, absolument. Comment... Ça peut être surprenant, mais... Non, mais je comprends exactement... Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, ça peut être des fois juste des petits flashs, mais ça veut dire que clairement, je pense que dans ta vie professionnelle ou dans ta vie de tous les jours, tu es capable de faire des parallèles avec le foot. Tu vis des affaires qui te rappellent peut-être le foot. Ça se peut-tu? Oui. Oui. C'est sûr que moi, je suis un gars de gêné à la base. Je suis un gars de timide à la base. Donc, le fait de faire partie d'un groupe comme joueur, d'avoir coaché, d'être obligé de me lever devant une salle les premières années, puis de parler à X nombre de gars, d'expliquer quelque chose, de devenir quelqu'un qui connaît de quoi il parle, ben, tu peux transposer ça dans ta job. Ouais, c'est ça. Absolument. Puis, ça m'a donné, je pense, la confiance pour... moi, je suis dans l'assurance, là. Donc, ça m'a donné la confiance de quand je me présente dans une salle, je suis capable de m'exprimer, puis ainsi de suite. C'est sûr que je travaille surtout en anglais, je travaille pas beaucoup en français. Donc... Ben c'est ça, tu sais, c'est le fun parce que moi, c'est quelque chose que je dis là, à des joueurs, des fois, quand ils graduent, quand ils arrêtent, là, tu sais, de continuer à être un joueur de foot, tu sais, de garder cette mentalité-là. Puis clairement, c'est ça que tu fais, là. Tu sais, je veux dire... Oui, ben, tu sais, moi, dans ma tête, j'ai encore 18-19 ans. Là, ça n'a pas vraiment changé. Puis tu sais, tes amitiés que tu fais quand tu es jeune, tu sais, comme... Moi, mon meilleur chum, c'est mon defensive tackle là, que je tassais quand j'étais à Tom. C'est encore lui, mon meilleur chum. Là. C'est Gilbert Paiement, là, c'est mon chum. Il habite à Chicoutimi. Quand tu le vois. Non. Mais tu sais, puis il habite à Chicoutimi, on se parle pas souvent parce qu'on est occupé. Mais quand on se parle, c'est comme si on s'était vu la veille. Là, c'est ça. Alors, vous deux... Ben, vous avez joué ensemble, vous êtes ça, vous avez 32, exact. Tu vas avoir 32, exact. Tu t'es vieilli. Ben, dans 30 ans, vous allez probablement... moi, c'est ce que je trouve, c'est que les gars qu'on grandissent ensemble, puis moi, une des choses que je suis le plus fier je dis mon parcours, mais c'est notre parcours, sous Marc Santerre, c'était extraordinaire de coacher avec Marc, avec Denis. Mais une des choses qu'on est le plus fier, je suis certain que je pourrais parler pour Marc, c'est les gars, beaucoup de gars ont resté autour du sport, autour du service communautaire pour les jeunes, dans le foot. C'est super. Là, les gars redonnent. Redonnent à la jeunesse. C'est super cool. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais. Voilà. Dans 30 ans, on va être rendu à quel épisode, tu penses? 1578, quelque chose comme ça. Là. Vous me rappellerez à celle-là. Non, ça va être à Canton, Ohio. Je vais être un petit peu vieux, mais je reviendrai dans 30 ans. Mais c'est... En tout cas, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est... Quand tu touches à ce sport-là et tu t'investis, ben on dirait que ça te quitte comme jamais. Là. Mais il y a un lien, tu sais. Il y a un lien quand tu es coéquipier avec quelqu'un, tu vas à la guerre. C'est ça. Ouais. On exagère le terme aller à la guerre, mais c'est le football, c'est un sport physique.
Puis, C'est nous contre eux. Puis c'est pour ça que moi, je dis souvent, puis Ronaldo Sagesse, il rit de moi quand je dis ça, mais moi, je suis pas un Spartiate. Tu sais, je suis là depuis, on va en venir, mais je suis là depuis 95. J'ai été in, j'ai été out, mais j'ai jamais joué pour les Spartiates. Pour moi, être un Spartiate, il faut que tu joues. Faut que tu travailles fort. Moi, je fais juste diriger des gars, là. Je coach. Mais j'ai pas coaché les gars. Donc, je peux pas être un Spartiate. Pour moi, dans ma tête à moi, je suis un phénix. Bon, j'ai pas vraiment de lien avec Grasset. Peut-être que les gens de Grasset apprennent là que j'ai joué chez eux. Mais voilà. On va y aller décennie par décennie, mais dans cette première décennie-là, t'es quel style de coach? Je te dirais que quand j'étais à John Abbott, j'étais un gars qui était bonne question. Je connaissais pas grand chose à la game quand tu regardes ça, mais j'aimais mettre les gars en position qui a une chance de gagner. À John Abbott, on n'avait jamais les meilleurs athlètes. Alors, la job, c'était de nous donner une chance de gagner. T'sais. Alors, quel genre de coach j'étais? J'étais un coach, je pense, peut-être pas trop exigeant, mais probablement exigeant, mais je m'y prenais probablement mal à l'époque pour être exigeant. T'sais, dans le sens que mon mode de communication était peut-être trop direct ou moins... je pense que je laisse place maintenant beaucoup plus à l'échange, ainsi de suite. Alors, je devais être un coach qui savait où il s'en allait, mais qui avait pas énormément... Il n'y avait pas nécessairement le background pour dire, mais tu sais, comme coach, admettre tes faiblesses ou faire paraître tes faiblesses, c'est jamais bon dans un vestiaire. T'sais. Alors, il faut que tu aies l'air toujours en contrôle. Je pense que j'étais en contrôle, mais ce qu'on faisait était assez limitatif. T'sais. Moi, c'était très limitatif. Là. À John Abbott, on jouait ce que j'appelais c'était du wishbone puis du flexbone. Donc, on mettait 2 tight ends, 3 gars dans le backfield, 1 receveur. Là, puis on pendait la balle. Là, c'était pound. C'était assez efficace contre certaines équipes, mais contre d'autres, ça l'était moins, parce qu'on n'avait pas le talent. Mais ça fait rien. On a eu quand même des saisons intéressantes. Ouais. Puis après John Abbott, comment la transition s'est faite vers la prochaine équipe? Alors moi j'ai quitté après la saison 94. En 93, ils veulent faire un match entre les étoiles collégiales 3A et la Ligue junior majeure du Québec. Donc, ça s'appelait comme ça. Puis, je lui ai donné mon nom pour coacher l'équipe collégiale 3A. Puis c'était Tony Adonna qui était le coach. Alors, je me suis mis à coacher avec Tony. Puis, finalement, on a abouti qu'on est allé jouer en Europe contre l'équipe de France. Alors, avec les étoiles collégiales. Les étoiles collégiales 3-1, t'allais jouer en France. Ça n'existe plus, ça, Pierre. Alors, c'est une super belle aventure. Et le coach de l'équipe nationale de France, c'était Marc Santerre. Alors, là, les gens, les voyous. Alors, c'était Marc. Tout est dans tout. Alors, moi, je connaissais pas Marc du tout. Et vous allez rire, anecdote, Tony était le coach en chef. Michel Arsenault était le directeur général, j'imagine, je ne sais pas si c'est ça le terme, il a été ça toute sa de vie, l'équipe de l'équipe d'étoiles du Québec. Okay. Et donc, il était le chef d'une équipe qui allait jouer contre son coach en chef en France. Et Michel traitait les joueurs collégiales 3A comme si c'était des gars des Spartiates, là. Moi, je me souviens, j'avais 2 de mes linemen. 2 des linemen de l'équipe, c'était des gars de John Abbott, des énormes jeunes hommes, là. Des énormes jeunes hommes, là, 300 quelques livres. Là. Et puis, Michel les traitait comme si c'était les gars les plus importants de l'équipe. Alors, quand on arrivait dans des hôtels, il allait voir les chambres. Ceux qui avaient les lits les plus larges, les plus longs, il les donnait à mes 2 gars de John Abbott. Et il mettait les autres gars dans les autres chambres. Alors, c'est comme ça que j'ai rencontré Michel.
avant tout. De l'autre côté, tu avais Marc Loranger et tu avais Marc Santerre qui coachait l'équipe de France. Puis, alors, on a joué, on a gagné contre et même Michel, je pense, s'est permis de narguer Marc Santerre sur le moment. Et puis, quand j'ai quitté en 94, ben, j'ai donné un coup de fil à Michel. J'ai dit, Michel, il me tente de coacher. Il a passé le message à Marc. Marc m'a appelé. Et puis ils m'ont engagé comme coach de D-line, de la ligne défensive du Vieux-Montréal. 95. J'avais jamais coaché la ligne défensive. Et la raison pourquoi ils m'ont donné la job de ligne défensive, alors petite histoire, l'été 95, Football Québec. Alors ça devait être dans les premières années de Football Québec, ça. Coach en chef, Jacques Dussault. Alors, je contacte Jacques. C'est que des légendes depuis tantôt. Non, c'est ça. Alors, c'est du name dropping sur un autre level. Alors, je contacte Jacques, puis j'ai dit, hey, ça me tente de coacher. Et puis je me souviens très bien, Jacques, il dit, ah oui, on a besoin des coachs anglophones. Non, Jacques, pas parce que je coach à John Abbott, je suis anglophone, je suis un francophone. Oh, oui, ok, c'est beau. Mais j'ai pas de place. La ligne défensive, là, tu vas coacher ça, toi. Puis moi, je connais ça, je vais t'aider. Tu sais? OK. Alors, je suis nommé coach de la ligne défensive de Football Québec, que j'ai jamais coaché. Alors, voilà l'histoire. Jacques Dussault, je pense, et je suis sûr, est nommé coach de la machine de Montréal, là, cette année-là. Donc, Jacques, bien sûr, a démissionné de Football Québec. Et Tony Adonna a été nommé coach en chef Football Québec. On fait le premier meeting, et Tony, que je connaissais bien, dit, Ben, tu coaches pas la ligne défensive, tu vas aller coacher les receveurs. Il savait que j'étais un gars d'attaque. Alors, il m'a bougé là, mais le deal avec Jacques, c'était que le camp d'entraînement aurait lieu, je pense que c'était à Marivic à l'époque. Puis Tony, lui, a bougé le camp d'entraînement de Football Québec à Lennoxville. Moi, à l'époque, pas d'Internet, là. Tu sais, ça n'existe pas. Moi, j'ai une job, j'ai une business, je suis en affaires, je peux pas me permettre de partir 2-3 semaines sans travailler, là. Donc, j'ai jamais coaché Football Québec. Mais Marc doit s'être dit, ben, si Jacques il a donné la job de coach de D-line, il doit être capable de coacher la D-line. Aucune espèce d'idée comment coacher la D-line. Donc, la première pratique en gymnase, je me présente. La seule chose que je peux peut-être coacher, c'est un bull rush. Alors, j'enseigne le bull rush. À des gars collégiales qui étaient... J'avais des vétérans là-dedans de 3 ans, puis j'en avais un de 4 ans, qui venait de la ligne offensive, Jérôme Muat. Et puis, je leur ai coaché, puis je pense qu'ils ont aimé ce que j'amenais. Moi, j'amenais un peu plus de science à cette position-là, parce que je connaissais pas ça. J'ai fait ça 7 ans de temps au vieux. J'étais coach de D-line pendant 7 ans de temps, que j'ai adoré faire ça. Je pense que là, je me suis amélioré beaucoup plus comme coach. J'ai coaché avec Denis. J'ai coaché Denis Tuchette. J'ai coaché avec Marc Loranger. Denis, quand on dit Denis, il n'y a pas d'autre. Ouais, normalement, c'est ça. Denis, c'est vraiment ça. Il n'y a pas besoin de notre famille. Non, exact. Et puis, Marc Loranger, j'ai adoré les deux. Mais Marc Loranger, pour moi, sur la ligne défensive, Marc a été vraiment un facteur très positif pour moi sur la ligne défensive avec Marc. Ça a été... s'il serait ici, là, il dirait squeeze, parce que je disais ça totalement de squeezer le gap. Il m'avait appris ça, puis j'avais saisi c'était quoi. Le bull rush, ok, c'est bon, mais si t'es capable de squeezer le gars dans le gap, alors ça, j'enseignais ça et je pense que j'en avais fait un art d'enseignement. Là, juste pour... Est-ce que sur le même staff, vous aviez Marc Santerre, Marc Loranger puis Denis? Non. Non, je pense pas qu'on a eu Denis et Marc en même temps. Denis avait arrêté, les années, je sais pas quand, Denis avait arrêté, je pense, quand il y a eu ses jumelles. OK. Et Marc Loranger avait quitté Mount Allison. Il était revenu nous donner un coup de main.
Et il avait coaché l'année d'après, je pense aussi. Donc, fait comme 1 an et demi là, chez nous. Donc, non, je pense pas que les deux étaient là en même temps. Je crois pas. Mais ça reste que t'es côtois, puis... Ah non, mais ça, doit être... c'est des coachs d'exception. Là. Ben... Denis, l'intensité, la préparation, les gars... C'est si intense que c'est. Oh, absolument. Absolument. Disons qu'on était un groupe assez intense en défensive, je dirais. Que c'est les belles années où est-ce que il se marquait très peu de points contre le Vieux-Montréal. Ouais. Wow. Ouais. Mais tu sais, en même temps, de l'autre côté du ballon, j'ai eu Justin Trudeau. Oui, on a eu Justin Etier, qui avait Pascal Trudeau. Alors, tu sais, on a eu Justin. Là, c'était un bon coach, il était jeune, mais il était à son affaire, il avait une approche, il était très rigoureux. Il a amené l'attaque à un autre niveau. Où avant, c'était du pitch, bon, ainsi de suite. Là, c'était un autre niveau. Puis quand tu regardes la progression du Vieux-Montréal, il ne faut pas oublier que tu as eu Bruno Eppel. Mm-hmm. Quand Bruno a quitté, certains qui se sont dit, moi je coachais contre, là, qui se sont dit, comment qu'on va remplacer Bruno? Puis là, tu as eu Éric Lapointe. Puis quand Éric Lapointe a quitté, il s'est dit, comment qu'on va remplacer Éric Lapointe? Mais après... Le Vieux-Montréal s'est mis à gagner des championnats, des bols d'or. Et pourtant, ces gars-là, Bruno, je pense, a gagné en 92, mais après ça s'est mis à devenir beaucoup plus mature comme équipe, parce que l'équipe était plus forte, je pense, un peu partout. Donc, on a côtoyé des bons coachs, des méchants bons joueurs de foot aussi, là, qui ont fait leur marque après. Ouais. Wow. C'est un privilège. Tu coaches 7 ans la ligne défensive. Est-ce que tu gardes tout le temps un œil sur l'offensive? C'est drôle parce que pas du tout. Du tout? Pas du tout. Quand on m'a nommé coordinateur à l'attaque après cette saison, quand Jack Baum a quitté, Jack qui roulait le wing tee, quand Jack a quitté, pourtant moi j'étais juste en face, là, je voyais toujours le wing tee. Mais pas du tout. Moi, j'étais intéressé par détruire les schemes de bloc et non les créer. Mm-hmm. Puis, alors, quand on m'a nommé, il a fallu que j'apprenne le playbook. Il a fallu que... Et j'avais des coachs en place tous les coachs... Je pense que tous les coachs sont restés, à part André Lafont, je pense qu'il n'était pas là, donc je pense qu'il n'était pas là à ma dernière année d'E-Line. Mais tous les coachs étaient là. Alors moi, c'est les coachs qui m'ont expliqué le système du Vieux-Montréal, que j'ai fait des changements, j'ai fait des choses, mais non, je regardais pas du tout ce qui se passait de l'autre côté. Au banc, quand les gars, pendant les games, les gars sortaient, moi je regarde pas la game, là, je coach mes D-line. Là. Mm-hmm. Alors, je sais pas ce qui se passe sur le terrain à l'attaque. Là. Puis regarder des games à l'époque, c'était pas sur Huddle. Là. On était à l'époque où on recevait des cassettes vidéo au terminus voyageur à Montréal sur Berry. Alors, donc, Lennoxville, Tony nous envoyait ça, on envoyait ça à Tony, puis on recevait ça, puis ça rentrait le dimanche soir, puis là, Marc faisait 1 ou 2 copies, puis on se passait ça, puis on regardait l'autre équipe, on se préparait, tu n'avais pas accès t'avais accès seulement à ton prochain adversaire. Donc, plus la saison avançait, là, tu pouvais tu avais peut-être 2-3 games de ton adversaire potentiel, t'sais. Mais non, l'information n'était pas partagée comme elle l'est maintenant de manière quasiment instantanée. Là. Faire un highlight pour les gars à l'époque, là, c'était une job. Là. Les gars travaillaient fort. Là, les gars travaillaient fort. C'était un projet de session, ça. Ouais. Aujourd'hui, ils sont éliminés, ça sort l'heure après. Ouais, c'est fou. Hein? Ça, en tout cas, bref. Donc, c'est en quelle année que tu deviens coordinateur offensif des Spartiates? Saison 2002. Mais si je me souviens bien, là, puis Pierre, tu me corrigeras si j'ai tort, mais c'est pas en 2002 que vous avez commencé à gagner des bols d'or back-to-back. Alors, je te dirais qu'on a gagné en 2001.
On l'oubliera pas, celle-là. Ah, désolé. Le premier bol d'or des 5 en ligne est en 2001. 5 en ligne, imagine. Et puis, 5 bols d'or en ligne. on a participé à 10 bols d'or consécutifs. Ouais, 10 bols d'or. Ça- Attends, ça, c'est une bombe. c'est drôle parce que je n'ai parlé beaucoup avec Nick de Coach Idol. Nick Meshbach. Puis, c'est ça, tu l'as dit, mais répète-le, c'est 8 en 10 ans. De victoire, C'est 8 bols d'or en 10 ans, si je me trompe pas. Puis là-dessus, il y a Lennoxville qui en a gagné, 99, 2000, ouais, je pense que c'est ça. c'est 8 en 10 ans. 8 ans. Puis, Ça se peut. puis les 2 ans que vous l'avez pas gagné, vous étiez En finale. au bol d'or, tu sais. Fait que c'est 10 ans d'affilée En finale. en finale. Ça, moi, Ouais, je pense que c'est ça, là. c'est... La statistique, c'est C'est souvent, vrai, c'est vrai, c'est avant vrai. que vous me posiez la question, Non, quel, je sais, quel mais- bol d'or j'ai aimé le plus, Ouais. je te Non, dirais, non, mais je te c'est- dirais que c'est un bol d'or que je coachais en défensive en 2001, Ah ouais, ok. parce que 2001, c'était une saison qui était compliquée pour nous. De mémoire, on a été 6 victoires, 4 défaites. Il faudra regarder si je ne me trompe pas. C'était pas une saison où on était dominant. Puis, quand on est rentré dans les playoffs, on a dit OK, on va lâcher nos gars lousses en défense. Lenny est allé couverture 0. Puis on a blitzé comme des malades. Puis la ligne défensive que moi je coachais a été merveilleusement efficace. Donc toute l'équipe, mais la ligne défensive a vraiment fait des gros jeux. Donc moi je dirais que le bol d'or que je suis le plus fier, c'est 2001. du jeu de la ligne défensive 2001. Ouais, la ligne 2001, c'est une... Ok, là, faut... Attends un peu, attends. C'est loin, là. Non, mais C'est c'est loin loin, 2001, mais là, on va c'est- falloir creuser un peu, là. Mais là, quand t'es rendu, là, OK, t'as gagné un bol d'or, là, t'es comme, OK, les boys, back to back. Pow! Gagne le deuxième, là, les gars, OK, les boys. Jamais 203, on fait ça, même 3 back to... Tu sais, 3 Repeat. beats, là, tu sais. Ouais. Là, tu gagnes le troisième, là, t'arrives, là, OK, bon. Là, il y a une corde qui est passée, là, il y a une nouvelle corde qui arrive, OK, les gars. Exact. Yo, c'est quoi? On y va pour un quatrième. Bon, quand t'arrives au cinquième, là, ok? C'est quoi tu dis aux gars? Pour les garder motivés, Ben, tu sais? ça, je te dirais que ça, c'est le génie de Marc Santerre. Ok. Tu sais, c'est Marc qui était capable de... Moi, comme coach, chaque saison est un nouveau défi. Mhm. L'équipe de l'année passée est finie. Puis, ça n'existe plus. Ça existe en mémoire, en lien, mais elle ne joue plus. Puis l'équipe qui est là, ben, c'est elle. Donc Marc était capable de mettre en mots aux gars que c'était ça. C'était le travail. C'était la rigueur. C'était d'être à son affaire. Mhm. C'était de rien prendre pour acquis, de travailler fort. La compétition une saine compétition entre coéquipiers, c'était ce qu'on voulait. Mhm. Puis que les recrues venaient, puis tu t'acceptes la recrue, tu lui souhaites la bienvenue, tu t'en occupes, même si c'est peut-être lui qui va voler ta place. C'est comme ça. C'est même, ça marche. Puis Marc était vraiment un maître honnêtement, je souhaiterais à tout le monde dans leur vie d'avoir un meeting d'avant-match qu'on faisait la veille, là, le vendredi, d'avoir le speech de motivation de Marc. C'était moi là, j'étais un coach, ça faisait longtemps que j'étais là, je les écoutais. Là. Je me sauvais pas. Là. Mhm. Je voulais savoir c'était quoi son angle cette fois-ci. T'sais. Puis c'était toujours... des gars sortaient de là, puis je sais pas comment ils faisaient pour dormir avant de jouer la veille, parce qu'on souvent on jouait le soir, là, le samedi soir. Donc, moi, j'étais pompé comme coach, alors j'imagine les joueurs devaient l'être. Mhm. Donc, comment, tout le mérite revient à Marc d'avoir fait ça. Mais il y a du travail là-dedans. Mhm. Il y a du travail. Là, il y a du travail des joueurs, du travail des coachs, de l'entraînement hors saison, et ainsi de suite. Au Vieux-Montréal, puis c'est encore la même chose. On n'est pas... on n'a pas de terrain. Les facilités, c'est pas aussi simple que de jouer à d'autres places où tu ouvres une porte puis tu es sur le terrain. Là. Nous, c'est pas ça qu'on a. Là. Mhm. Nous, il faut que tu en ouvres des portes puis des portes de métro avant d'arriver au Ouais, là, collège j'ai Notre-Dame. tout arrangé à Ray. Là, il y a toutes les clés. Là. Mais ceci étant Ouais, dit, non, c'est. Je pense que c'est de prendre. Mais moi, ma philosophie, c'est un snap à la fois.
Ça commence en pratique, puis ça va jusque dans une game. C'est un snap à la fois. Là. Si tu as fait une bonne job dans ton snap, ben, sers-toi-en comme motivation, mais pète-toi pas les bretelles parce que t'as un autre snap à venir. Là, Donc, c'est un à la fois. Puis, je pense que c'était l'approche globale qu'on leur vendait aux gars. Puis, tu sais, on est des vendeurs comme coach. Hein, il faut les faire acheter quelque chose. Puis, je pense que Marc était le plus grand des vendeurs à l'époque. Selon toi, selon toi, parce que je pense que Marc, je veux dire, il sera peut-être encore mieux placé, là, mais est-ce que c'est plus dur instaurer une culture ou entretenir une culture? Parce que clairement, tu sais, il y a quelque chose qui a été instauré. J'imagine que c'est instauré qui est le plus dur. Ben, d'après moi, c'est plus dur. Après ça, il faut que tu fasses attention de ne pas trébucher sur des pleurs de bananes. Tu sais, quand tu l'entretiens, il ne faut pas que tu deviennes imbu de toi-même. Il ne faut pas que tu deviennes arrogant de ça. Tu sais, ça, c'est des dangers, je pense. Mais je pense qu'instaurer quelque chose, c'est pas évident. Là. Tu sais, parce qu'il faut vraiment que ça, tu casses tout puis tu mettes en place les bons morceaux. En tout cas, je pense. Maintenir, c'est de l'ouvrage aussi, là. Parce que t'as d'autres dangers, là. Maintenir sur du long terme, là. C'est tough, tu sais. Des fois, là, j'ai l'impression, des fois, tu sais, t'instaures de quoi, puis à un moment donné, tu le prends un peu pour acquis, mais de la manière que t'en parles, clairement, il était... Tu sais, il y avait comme rien qui était laissé au hasard. C'était vraiment... Ah non, il y avait un plan. C'est le mot qui revenait souvent, là. C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? Ça nous prend un plan. Voici notre plan. C'est comme ça qu'on va faire. Puis moi, parfois, j'entendais des coachs d'autres équipes ou des gens de d'autres organisations qui disaient que probablement qu'on trichait. T'sais. On trichait pas. Il n'y a pas de tricherie au Vieux-Montréal. Là. C'est des haters. Comme ça qu'on les appelle, les autres. On travaillait. Puis eux aussi travaillaient, là, les autres équipes. Je suis convaincu de ça. Il n'y a personne qui ne travaille pas dans le collégial. Là. Puis ça doit travailler plus que jamais maintenant. Mais on avait une recette qui fonctionnait au Vieux-Montréal. On avait les bons ingrédients, les bonnes épices. Puis ça prenait ensemble, cette affaire-là. Mais tu sais, quand t'as Marc Denis, c'est pas pire, là. Ça part bien une équipe, là. Donc, puis, juste pour que le monde comprenne, c'était quoi le portrait de cette ligue-là? Dans le sens, pas un tel était bon, un tel était pas bon, mais, tu sais, ça ressemblait à quoi cette ligue-là? Il y avait moins d'équipes, je pense aussi. Là. Ben, il y avait moins d'équipes. Moi, les années, malheureusement, là, mais tu sais, on a eu à un moment donné Beauce. Beauce qui a toujours été là. Beauce, c'était toujours des matchs physiques. C'était une équipe qui était très physique. Il y a eu Victo à un moment donné qui jouait. Tu sais, c'était difficile, je pense. On a eu Grasset à un moment donné, là, la période que Grasset était là avant de revenir. Les années, j'oublie, là. C'était pas évident non plus. Je sais pas, là, il faudrait regarder les statistiques, mais on dit 10 ans le Vieux-Montréal au Bol d'Or, mais je pense que sur une période de 15 ou 17 ans, tu as eu soit Lennox, Vanier ou le Vieux au Bol d'Or. Alors, t'avais un Big Three là, qui combattait. Là, finalement, quand tu regardes ça dans le rétroviseur, tu te dis c'est une de ces trois équipes-là qui a gagné le Bol d'Or. C'est encore... t'as eu Trois-Rivières aussi qui a été dans la Ligue un bout de temps. Jean-Michel Paquette, quand ils ont eu Jean-Michel, là, eux autres, moi, je me souviens d'avoir joué un match, d'avoir coaché un match, puis ils n'ont jamais lancé la balle. Trois-Rivières n'a jamais lancé la balle. Je pense qu'ils ont tenté une passe, mais je pense que c'était un jeu qui se sont trompés, puis le carrière a couru finalement, mais c'était pas un bootleg. Là. Puis je sais pas combien de fois Paquette a touché au ballon, mais je pense qu'il y a eu pas loin de 300 verges de gains au sol cette game-là. Mais c'était... Alors, t'as eu Trois-Rivières aussi qui était là. Puis t'as eu John Abbott, bien sûr. Imagine. Donc là, mis à part les 5 Bols d'Or de suite, t'es resté là jusqu'à... Alors, de 95 jusqu'en
2007. OK. Inclusivement, là, ça a été le premier passage au 95 en 2007, puis là-dessus, tu as 7 ans comme D-line. 7 ans comme D-line et finalement 6 ans comme aussi. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Ouais, 6 ans. 6 ans Puis comme tu te retrouves à rouler le même système que le coordinateur précédent que tu remplaces. Exact. Alors, Jack avait instauré le wing tee. On avait beaucoup de bons porteurs de ballon à l'époque. Donc, quand Marc m'a demandé si je voulais prendre l'attaque, c'était de poursuivre dans la même, mais aussi d'amener ma touche à moi, surtout du côté passing game. C'était plutôt ça. Un système qui est hyper efficace. Donc, puis on avait encore beaucoup de talent aux positions de running back. Receveurs aussi. On a eu des très très bons receveurs de passe. Les gens oublient quand même que Benoît Gros n'a pas gagné le MVP de la Ligue en faisant des end-off. Hein. Donc, il a gagné MVP de la Ligue en faisant des jeux de passe. Donc on a eu Ben, on a eu Jean-Philippe Chouari. On a eu quand même des corps arrière d'excellence. Moi, ma plus grosse fierté, je dirais, comme coach, c'est qu'il y a eu un week-end de football universitaire où est-ce que 4 corps arrière qui avaient joué pour moi au Vieux-Montréal étaient partants le même week-end. Quand même nice. Wow. Ah, c'est quand même nice, ça. Ouais. Alors, il y a eu Benoît Gros, Jean-Philippe Chouari, il y a eu Sunshine, Kevin Solaric et Jonathan Jaudoin. Les 4 étaient partants à leur équipe respective universitaire le même week-end. Quand même cool. Donc, quand même, alors les gens disaient souvent, quand ils recrutaient contre nous, allez pas au vieux. Si vous êtes un receveur, il joue du wing tee, il lance pas à balle. Mais c'est assez surprenant que quand tu regardes ça 2-3 ans plus tard, que t'as 4 gars qui sont partants. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, Kevin Solaric, je pense, a été partant un match ou 2 seulement. Mais les 3 autres ont joué toute leur carrière comme partants, là, universitaires. Donc ouais, c'est... Okay. Comment... C'était quoi le... Parce que là, on dit du wing tee, puis il y a du monde qui n'ont aucune idée pour le reste. C'est quoi du wing tee, ouais? C'était quoi le système que tu as hérité, tu sais, le système que tu as pris en main, puis comment tu l'as transformé? Qu'est-ce que tu as amené de plus? Ben, le système à la base du wing tee, c'est un système de bloc en angle à l'extrême. Mm-hmm. Plus que c'est. Donc, c'est bon habituellement pour permettre à tes linemen qui sont peut-être plus petits que des linemen défensifs d'avoir un angle de bloc. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Mm-hmm. Donc, tu as beaucoup de mouvements de linemen, mais tu as beaucoup de mouvements dans le champ arrière aussi. Donc, tu as derrière le corps arrière en dessous du centre, là, on s'entend, là, wing tee, c'est un système offensif avec le corps arrière en dessous du centre. Alors, pour ceux qui écoutent, ils ont peut-être vu ça dans la NFL. On voit plus ça beaucoup. Donc, tu as normalement le vrai wing tee. Tu as le gars qui est derrière le carrière, qui s'appelle le fullback, qui rentre dans la ligne de mêlée, le carrière pivote, puis il rentre. Soit c'est une remise, ou le halfback, ou le wing. Le wing étant une position à 45 degrés vers le defensive lineman qui est au coin de la ligne, donc defensive end probablement, en angle déjà arqué à 45 degrés, et soit qu'il bloque ou soit qu'il revient en motion dans le backfield pour prendre une remise ou une feinte de remise. Donc tu as beaucoup de mouvements. C'est drôle parce qu'à ma job, malheureusement j'oublie le nom, je suis en assurance, il y a un jeune homme qui est venu travailler pendant un été, puis il avait joué à Vanier. J'oublie son nom, je m'excuse. Puis il était en défensive. Puis on a commencé à parler de foot. Puis il dit ah oui, j'ai joué quand tu étais là. Il dit, je comprenais rien ce qui se passait. Il jouait linebacker. Il dit, je comprenais rien. Tout le monde bougeait de tous les bords, de tous les côtés. Mm-hmm. On était figés. Ben c'est le but. C'est un peu le but, c'est de mettre. Alors tu sais, il faut que je dirais pas comment battre le wing tee, mais il faut que tu sois hyper focus en défensive sur ta job parce que c'est ça. Alors je le dirais pas. Combien pour le secret de la caramel? Combien? On a combien de?
Combien d'argent pour le secret de la caramel? Ah, combien d'argent pour serrer de la caramel? Mais c'est ça. Donc, en gros, c'est ça. Alors, ce que j'ai amené, moi, c'est que j'ai continué exactement ce qui se faisait avec probablement un package de jeux de passe un peu plus élaboré. Et puis, un package de play-action c'est une attaque de play-action. Parce que, on prend les choses des États-Unis, on les amène sur notre terrain canadien, mais on a un 12e joueur. Ah, ouais. On a un joueur de plus qui est normalement un receveur. Mhm. Donc, moi, je trouvais qu'on n'avait pas assez de play-action. Donc, on a rentré de play-action, puis on a rentré de la passe. Mais on a eu des receveurs. On a eu Samuel Champagne. Je ne sais pas si vous connaissez Samuel Champagne. De nom. Alors, Samuel Champagne, c'est un grand receveur dans tous les sens. Il a eu un scholarship quand il a quitté pour Michigan State. Avant de finir sa carrière au Rouge et Or. Ben, Sam Champagne, quand il a quitté, c'est lui qui avait à l'époque, là, c'était pas de la passe comme on a maintenant. Là. Alors, quand Sam a quitté, c'est lui qui avait le plus de réceptions en une saison ou en carrière. Ah, il faudra regarder. Je pense que c'est en carrière. Alors, il jouait quand même dans un système de wing tee. Puis, Julian Feoli, qui a joué dans la CFL jusqu'à avant la pandémie. Julian et pas Danny Bruno, c'était le gars de Danny Bruno, il a joué à Frank Bruno. Les deux, jusqu'au dernier match de la saison contre Vanier, donc un contre l'autre, se battaient un et l'autre pour celui qui avait le plus de réceptions en carrière dans une saison. Et c'est Frank Bruno qui a battu Julian cette année-là par deux passes de plus, je pense. Alors, je pense qu'il avait comme attrapé 8 ballons, puis Julian avait attrapé 6 dans le match. Alors, les deux se sont... Alors, tu sais, on lançait la balle, là. Et Julian Feoli, c'est un joueur... c'est un vrai joueur de foot, là. Un vrai joueur de foot. En 2007, tu quittes les Spartiates. 2007... Après 2007, tu quittes les Spartiates plutôt. Alors, la réalité, c'est qu'en 2006, après la saison, j'ai quitté les Spartiates. Et on m'a convaincu, je me suis convaincu de revenir une autre saison. Donc, j'ai fait une saison de plus en 2007. Mais officiellement, en 2007, j'ai quitté là, pour me concentrer sur ma famille et sur ma job. En 2007. Ouais. Puis là, l'histoire le dit parce que tu es ici aujourd'hui, mais tu recommences à coacher. Exact. Finalement. Ouais. Combien de temps plus tard? Alors, en 2010, j'ai pas coaché, mais j'ai reçu un appel pour venir donner un coup de main à l'attaque au milieu de la saison. Donc, je suis venu donner un coup de main en 2010. Et puis, en 2011, le coordinateur, pour la saison 2011, le coordinateur Nicky Demers a quitté. Donc, j'ai pris la place de Nicky pour 2 saisons. Donc, c'était pas prévu. C'était pas vraiment un bon timing, mais je l'ai fait pour 2 saisons. Ouais. Toujours au Vieux-Montréal. Toujours au Vieux-Montréal, exact. J'ai pas recoaché ailleurs, moi. C'est ça, t'as jamais... Depuis 95, j'ai pas coaché ailleurs. Ah ouais. Mais t'es pas un Spartiate. Mais je suis pas un Spartiate. Exact. C'est ça. Puis lorsque tu reviens avec ton offensive, lorsqu'on te redonne l'offensive, en fait, en 2011, ouais. Tu ramènes le wing team aussi. Alors, en 2011, on est rentré... Alors, si on peut imaginer ça en 2002, pardon, c'est du wing tee 2.0. En 2011, c'est probablement c'est du wing tee 3.0. Donc, on a rentré beaucoup de guns avec Hugo Anderson à l'époque. Hugo était un de nos carrières avec Nicolas English. Et on a fait évoluer la même attaque. Ça demeurait, je pense, une attaque wing tee, mais on était un peu plus... plus évolué. Ouais, exactement. On n'avait pas nécessairement toujours 2 backs dans le backfield. Okay. On n'avait pas toujours un wing. Donc ça a commencé à évoluer là. Puis cette année-là, Nick English a battu le record de passes. Alors, je le dis toujours parce que les gens voient vraiment ça comme une attaque au sol seulement. Mais Nick English, cette année-là, a battu le record
qui a été battu depuis pour le plus de passes de toucher par un carrière recru dans le collégial. Dans le collégial Division 1. Là. Exact. Donc, Nick English a fait ça avec Hugo Anderson qui était là. Donc, Nick English a joué en 2012 aussi. Hugo aussi. Donc, ils se sont partagés la job. Et en 2000... Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, oui, c'est toujours, je te dirais, du wing tee évolué. Avec en dessous du centre ou en gun. Ouais, exact. Puis là, tu fais encore un autre stretch parce que avant de revenir. Ouais, là, le stretch est plus long, je dirais. Ouais. Ouais. Exact. Fait que tu reviens en 2011 jusqu'à aujourd'hui? Je fais 2011-2012. Non, j'arrête en 2012. Ça. OK. 2 saisons seulement à Courtney. Pour retourner dans ta famille? Ben, ma job, concentré. Moi, c'est... Continuer à penser au foot, continuer à évoluer le wing tee. Évoluer le système. Ouais, exact. Et puis, là, je suis revenu au Vieux-Montréal comme assistant pour la saison 2020 qui n'a pas eu lieu. 2021 l'année dernière, comme assistant. Puis là, le départ de Mathieu fait en sorte que la job de coordinateur se libérait. Alors, c'était pas dans les plans, mais bon, you have to deal with the cards that you're handed. donc, j'ai décidé de revenir. On m'a offert. Ouais. Ray a fait quand même, je pense, des entrevues. C'est pas le lendemain qu'il m'a appelé et m'a dit t'es le coordinateur. Là. Ça s'est pas fait comme ça. Donc, il a rencontré des gens. Puis j'imagine que je dois apporter quelque chose d'intéressant, une attaque. Alors, il m'a proposé de revenir. Donc, voilà. Man. Pierre? Non, j'ai hâte de voir ça va être quoi la prochaine, j'allais dire mouture, mais la suite. Là. C'est quoi ta philosophie offensive? En tout cas, maintenant, je pense que ça a toujours été ça, mais maintenant, surtout, c'est mettre la balle dans les mains des gars pour faire des jeux. Ça a l'air con, là, mais c'est ça. Ouais. C'est ça, on en parlait un peu avant d'enregistrer. Là. Le foot, c'est souvent moins en fait, on se complique la vie. Je veux dire ça comme ça, souvent. Mais le plus gros danger des coachs, c'est de vouloir trop en faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire assez, mais il faut faire attention de ne pas partir partout. Tu lis, tu regardes ce qui se fait en NCAA, puis là, tu dis « Ah, ben, je veux faire ça. » Un, c'est du football américain. Deux, NCAA, les divisions 1, ils ont toutes des athlètes, puis on a des athlètes incroyables, mais la réalité, c'est que pas tous nos athlètes vont avoir des scholarships. Alors, quand tu regardes Michigan, Alabama jouer, c'est des athlètes d'exception. Donc, il faut faire attention de ne pas vouloir trop en faire, puis trop reproduire. Mais, c'est quoi ta question? C'était... moi, j'ai oublié c'était quoi ma question. T'as fait exactement ce qu'on se reproche tout le temps. Là. Non, dans le sens que souvent, moi j'écoute des histoires de foot, puis des fois j'oublie. On se dit souvent, des fois on oublie. Ah, c'est vrai, faut qu'on... Mais la question, c'était quoi la philosophie offensive? Ah oui, philosophie offensive, c'est ça. C'est de mettre la balle dans les mains, puis de mettre les joueurs dans une position, puis je sais que ça paraît simple, là, mais c'est on veut tous faire ça, mais c'est de vraiment mettre les gars dans une position où ils peuvent réussir à faire ce que tu leur demandes à faire. Et puis ça, ben, c'est pour ça qu'on appelle ça un coordonnateur à l'attaque, ou un coordonnateur en défense ou une unité spéciale. Il faut coordonner pour que 12 joueurs, enlevons le carrière, 11 joueurs, soient en mesure de créer quelque chose, puis qu'il y ait une chance plus haute que 70% de réussite dans ce qu'ils ont à faire comme assignation. Ben, après ça, c'est dans leurs mains. On les prépare, on les coach. Après ça, c'est dans leurs mains, il faut qu'ils le fassent. Ben, moi, ma philosophie, c'est de garder ça assez simple pour que les gars puissent jouer le plus vite possible. De leur, on time le 40, puis on time ci, puis on time le shuffle. Puis, il faut qu'ils puissent jouer le plus proche possible de leur max. De la vitesse. Ouais. Moi, c'est ça que je veux. Je veux de la vitesse.
Je veux de la vitesse, je veux de la vitesse, je veux de la vitesse. Ça veut pas dire que je veux pas du physique. Oui, mais vitesse, agilité, c'est ça. Alors, mettre la balle dans les mains des gars, puis faites des jeux. Tu sais, bon, après ça, on raffine les blocking schemes, on raffine les tracés de passe, on raffine les formations, les splits, bon, ainsi de suite. Mais je suis certain que tous les coachs, c'est ce qu'ils veulent faire. Là, c'est de mettre la balle dans les mains des gars pour faire des jeux. Juste parce qu'on parle j'ai une autre question de Wing T. Qu'est-ce que tu dirais à un coach qui... Parce que moi, j'ai déjà entendu ça, que supposément, c'était compliqué pour les joueurs à comprendre, puis que c'était peut-être plus compliqué que d'autres systèmes, puis que... Parce que tu parles de vitesse, puis moi, j'ai entendu l'inverse. J'ai entendu que ce système-là, où ça empêchait peut-être ça créait peut-être de la confusion. Ben, on espère que ça crée de la confusion en défensive. Ouais, ça. Mais à l'attaque, ben, c'est comme tout système. Il faut que tu l'enseignes. Il faut que tu connaisses ce que tu enseignes. Faut pas que tu ailles trop loin si tu connais pas. Mais non, moi, T'as jamais... Parfait. Ça se peut que ça soit une perception. Non, mais c'est déjà arrivé dans des camps d'entraînement. Je pense pas que c'est arrivé dans des games où deux gardes se rentrent dedans. C'est classique. Bon, qui n'ont pas compris, un n'a pas compris l'assignation ou le point d'attaque, le jeu. Mais moi, les joueurs seraient mieux placés. Moi, j'ai jamais senti qu'il y avait de la confusion sur le terrain. Parfait. Au contraire, je pense que les gars, non, je te dirais que j'ai pas vu non plus de confusion dans d'autres systèmes de jeu que j'ai coaché contre ou whatever, là, je pense, en tout cas, non, j'ai pas vu ça. Okay. Est-ce qu'il y a des, là t'en reviens, t'as fait le camp de printemps? On a fait le camp de printemps. C'est ça, t'as fait le camp de printemps. Est-ce que, avec les années, avec les pauses peut-être que t'as pris, tu remarques une différence en termes de génération de joueurs? Tu sais, peut-être que les pauses, ça fait que c'est comme plus marqué. Puis là, je te vois sourire pour ceux qui l'écoutent audio. Est-ce que tu remarques des différences? Est-ce qu'il y en a? Alors, on a eu cette question-là qui m'a été posée l'année passée. Moi, je pense que non. Okay. Il paraît que je suis à contre-courant quand je réponds ça. Moi, je pense que c'est les coachs qui ont changé. Okay. Et non les joueurs. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense que on est dans l'élite, là. On parle d'équipe Division 1, donc c'est la ligue la plus forte pré-universitaire. Dans une ligue qui est super bien classée pré-universitaire partout en Amérique, là, c'est quand même, il y a des bonnes équipes et des bons joueurs. Moi, je pense que il faut que les coachs, il faut qu'on reste exigeants, il faut qu'on reste organisés. Puis les jeunes, ben... ils veulent jouer au prochain niveau, ils veulent jouer en fin de semaine. Moi, personnellement, moi, je vois pas vraiment de différence. Ils veulent réussir. Les jeunes veulent réussir. Ils voulaient réussir avant. Ils veulent réussir maintenant. T'sais? Bon, ben, ils ont tous des cellulaires. Ben, tu leur demandes de pas rentrer leur cellulaire dans les meetings. Bon, ça n'existait pas avant. Moi, c'était des pagettes. Quand j'ai commencé à coacher, alors c'est juste moi qui avais une pagette, les joueurs n'avaient pas de pagette. Alors les pagettes, là, vous savez c'est quoi une pagette? Bon. Alors, bon, maintenant, il y a de l'électronique, mais bon, t'enlèves ça. Tu peux être old school comme moi, puis enlève ta casquette quand tu rentres dans un meeting. Bon, comme quand tu rentres à l'église, t'enlèves ton chapeau. Bon, ben, c'est ça. Ben, pour ça, moi il y a certainement une évolution sociologique, là, à travers ça. Mais les jeunes, c'est des jeunes. Là, ils ont 17 ans, ils ont 18 ans, ils ont 19 ans, ils ont 30 ans, ils ont 14 ans. C'est ça. Pour ça, maintenant, je ne demande plus qu'est-ce que tu remarques comme changement. Je t'ai demandé, est-ce qu'il y a un changement? T'sais? Ben, parfait. Ils sont motivés. Les gars sont motivés, puis je suis certain que c'est motivé partout. Dans les camps ont tous commencé. Là, puis, je pense pas que je pense pas qu'il y a aucun coach qui va avoir des problèmes avec la motivation. Notre job à nous, c'est de mettre les bûches, de l'allumer, puis de la nourrir, puis de continuer à mettre des bûches, puis mettre peut-être un petit peu d'accélérant, là. Pas qu'il se brûle, mais qu'il garde son énergie. C'est ça ma job. Qu'est-ce qui t'énerve comme coordonnateur offensif? Ben, moi, ce qui m'énerve en général, c'est la perte de temps. La perte d'efficacité.
sais de pas en faire trop une crise, là. Mais le temps est compté. Quand je dis le temps est compté, c'est la drill, le temps est compté, la session, le temps est compté, la pratique est comptée, la semaine est comptée, la saison est comptée. Puis je dis toujours aux gars, la rep qu'on fait pas parce qu'on n'est pas efficace. T'sais, c'est sûr qu'on n'est pas à notre pleine efficacité, là, même dans la NFL, c'est certain. Mais la rep qui nous manque, c'est peut-être la rep qui va faire qu'on passera pas le prochain match. C'est peut-être la rep qui nous a manqué. Je le sais pas. On le sait juste après, ça. Tu peux pas la rattraper. Tu peux pas la rattraper. Elle est perdue. Donc, il faut être efficace. Alors, comme coach, il faut que tu sois organisé. Encore une fois, comme je dis, le danger, c'est de vouloir en faire trop. T'en fais trop, t'en fais pas assez. C'est le danger. T'es mieux d'en faire moins, mais t'es efficace dans ce que tu fais. Moi, c'est le même, je vois ça. Et qu'est-ce qui t'excite comme coordinateur offensif? Un bon bloc. Un bon bloc. Non, je te suis. Un bon bloc physique. Exact. Bien fait. Ouais. J'aime bien ça. Ouais, non, c'est ça, exact. Ouais. Question plus légère sur le sideline. Est-ce que t'es plutôt réservé ou t'es plutôt extraverti? Alors, je suis pas tellement sur le sideline. Je suis dans le boot parce que je suis très extraverti. Ok. Alors, tu te protèges. Ouais, peut-être, mais bon, parfois... Loin des arbitres. J'ai fait les deux. Normalement, je suis en haut, mais pendant une saison, parfois, je descends en bas. Parfois, je descends pendant un match. Donc, ça dépend où on joue. Mais c'est sûr que moi, je suis intense. Moi, je la joue, la game. C'est comme si je la jouais. Donc, le headset, il revole. Comme je dis aux gars, ben, ce soir, le premier meeting, je vais leur dire, c'est pas personnel. Je vais péter les plombs, là. C'est évident, là. Je sais pas quand, je sais pas comment. Après tout le monde, je vais péter les plombs, là. Mais c'est pas personnel. Moi, je suis intense. Puis voilà. Alors, ouais. Alors, sur le sideline, j'aime mieux être en haut parce qu'on voit mieux la game, personnellement, je trouve. Toi aussi. Mais parfois, tu as besoin de sentir quelque chose. Comment ton unité est... Le pouls. Alors, parfois, je suis là. Mais normalement, je suis en haut. J'aime mieux être en haut. Est-ce que dans tes passages, mais on a parlé de culture, puis on a parlé de culture au Vieux-Montréal, est-ce que tu retrouves tout le temps les mêmes spartiates que tu as quittés quand tu reviens en termes de culture? Bonne question. Ben oui. La réponse c'est oui. La passation de l'équipe entre... je pense qu'elle est bien faite. Ouais. Elle est vraiment bien faite. Michel Arsenault a pris sa retraite, qui était en charge de l'équipe. Et c'est Steve Alexandre qui maintenant est le responsable des sports. Je pense que c'est son titre officiel. Donc, pas juste du football, mais des sports. Moi, je me souviens très bien, quand je suis arrivé au Vieux-Montréal en 95, Steve était déjà là. Puis moi, dans ma tête, je disais... Dans ma tête, son surnom que je lui donnais, c'était Monsieur Spartiate. C'était le gars qui s'impliquait dans tout. Dans les lavotos, dans ramasser les canettes qui valaient 5 cents pour recycler. Pas parce que ça donnait beaucoup de sous, c'était qu'il s'impliquait. Alors lui est le gars parfait pour faire la job de directeur de l'équipe. Puis Reynaldo, quand le poste s'est ouvert, en quelle année, là? On est en 2022, là. Non, mais en quelle année En année, c'est quand Sheriff est parti, ça fait... On va faire 4, 5 ans. C'est dernier bol d'or? Non, après ça. Non, c'est 95, sa dernière année, je pense. Hein? À Sheriff. Non, ça doit être... Ils ont gagné en 2014. Ouais, Sheriff est parti en 2015, après la saison 2015, je pense. C'est ça, ouais. Donc, Reynaldo est là depuis 2016. Ouais. Puis, moi, je n'étais pas dans le comité, rien, là. Mais moi, c'était lui que je voyais pour prendre la relève, tu sais. Puis c'est lui qui a été nommé, donc... c'est ça, tu as continué à les suivre, hein? Ah, Comment que t'en parles? Ah non, je suis jamais très, très loin dans le sens...
je parle pas aux gens ou whatever, je vais voir un match incognito, j'essaye de pas me faire poser des questions sur ce qui se passe ou whatever, mais je vais voir quelques matchs par année, j'allais voir quelques matchs par année quand même, puis je m'informais tout le temps, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite, mais quand Ray a été nommé, moi j'étais bien content de ça, t'sais. Moi je trouve que c'est un gars qui est dédié, c'est un spartiate. C'est un gars intelligent, c'est un gars posé, exigeant. Donc, non. Puis, tu sais, Ronaldo a été formé directement par Marc. Il a joué pour Marc, et ainsi de suite. Donc, il a son approche à lui, totalement, il a sa couleur à lui qui est totalement différente de celle de Marc. Mais je suis certain que Marc est. Je parle pas souvent à Marc, là, mais je suis certain qu'il est très, très fier que ce soit Ronaldo qui soit à la barque, chef de la barque. Ouais. Puis, ben, t'as dit que tu continues à suivre les Spartiates de plus ou moins loin, là, mais est-ce que tu as suivi d'autres offensives dans le sens, est-ce qu'il y a des trucs que des commentateurs offensifs ou des équipes ont fait que tu as fait « Oh, ça, c'est quand même le fun. » Si tu verrais mon Google Drive, tu verrais des dizaines et des dizaines et des dizaines de playbooks différents. Ça, le Google Drive et le disque dur des commentateurs et des head coach, ça, c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, mais j'ai l'impression que, ouais. Alors, oui, absolument. Moi, je suis... moi, je suis pas un gars de Wing-T, je suis un gars de foot. Alors, le Wing-T nous a très bien servi. Je reviens cette année, puis ça sera pas du Wing-T. Mais c'est quelque chose qui va être inspiré, le système de jeu va se ressembler, mais c'est pas du Wing-T, il n'y a pas de wing. Donc, ça peut être du Wing-T, mais c'est pas très, très, très loin quand même de ce qu'on faisait, mais c'est assez loin pour... Je pense que les gens appelleraient ça du spread maintenant. Je pense que ça serait dans la définition, mais quand tu regardes des équipes de NCAA, quelqu'un qui sait pas c'est quoi du Wing-T et tout le monde qui écoute le podcast sait pas c'est quoi du Wing-T, ben les jeux qu'on voit, où est-ce que tu as deux gardes qui décrochent, ou le centre et le tackle qui décrochent, tu as deux linemen qui décrochent, ben à la base, c'est du Wing-T ou c'est le sweep des Green Bay Packers des années 60 avec Vince Lombardi. Donc, c'est la même chose, des linemen qui décrochent. Donc, le Wing-T, à la base, c'est ça. Donc, alors oui, moi, je regarde pas beaucoup de foot, je regarde beaucoup j'ai lu beaucoup de playbooks. Moi, pendant mon absence comme coordinateur ou comme coach, j'ai peaufiné mon système, je l'améliorais, même si on me disait chez moi, tu perds ton temps, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Ben, pourquoi pas? C'est le temps de le faire. Alors, je m'occupais de ça. Puis, depuis les 2 dernières saisons, une saison puis une saison qu'on n'a pas joué, ben, là, j'étais autour de ce que Mathieu Dumoulin faisait, qui est super intéressant. Un très bon système de jeu. Donc, alors, je suis influencé par plein de choses. Ouais. Ça va être fou. On va passer à la dernière portion de notre conversation, le dernier quart, on appelle ça. On a un bocal dans lequel on a des questions qui n'ont pas nécessairement un lien avec le football. On va simplement te demander de... T'es mélangé? Bon, je vais mélanger ça rapidement. On va te demander simplement de piger les questions et c'est pas d'y répondre. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir, des questions de même. Ça se peut. Ça se peut. Okay. Ça se peut. Peut-être pas qu'est-ce que tu veux manger ce soir, mais peut-être genre... où est-ce que tu irais manger pour toujours, tu sais. Des affaires de même. Mettons. Je me lance. Et c'est parti. On est avec Ben Audet. Comment tu te prépares à faire face à une situation stressante? On respire, on focus, on la ralentit dans sa tête, on l'analyse, puis la solution va venir. Ça ne sert à rien de s'exciter, ça ne sert à rien de s'emballer dans une période stressante. Il faut que tu restes plus calme. Tu peux physiquement avoir l'air de perdre des pédales, mais dans ta tête, il faut que tu sois capable de ramener ça puis de respirer. Parce que ça sert à rien de s'emballer. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, mais il y a des fois qu'on arrive à des parties où il y a un certain enjeu, puis là, on peut sentir le stress de nos joueurs. Ça t'est probablement déjà arrivé. Ouais. Est-ce que... qu'est-ce que tu fais?
Alors, je sais pas, mais je peux te donner une situation qui m'est arrivée. Mhm. Demandez-moi pas l'année. Alors, ça doit être 2004 ou 2005, je présume. On s'en va jouer à Vanier, à l'époque où Vanier jouait sur leur terrain, qui était bombé, là, qui avait un crown. Ouais, Là. ouais. Et on s'était préparé un game plan approprié pour jouer Vanier. Puis, je sais pas ce qui est arrivé. On a la balle à l'intérieur de leur 30, la première fois qu'on a la balle. Puis, ils s'alignent, on fait un premier jeu, puis ils se sont alignés totalement différemment de ce qu'on s'attendait. Alors, je suis descendu parce que tu pouvais descendre à ce moment-là. Ouais. Je suis descendu, j'ai pris ma feuille de game plan, je l'ai déchirée devant l'équipe. J'ai dit, on s'en va ailleurs que ça. Ce qu'on a fait depuis une semaine, poubelle, et on fait ça maintenant. Les gars ont compris, ils ont fait signe, c'est bon, on a gagné la game, ça a bien la donné. Alors, tu sais, il faut aussi que tu sois capable de... C'est drôle parce que le gars qui m'a influencé, moi, c'est... ben, pas influencé, il y a plein de coachs qui nous ont influencé. Dick Vermeil, vous connaissez Dick Vermeil? Pas encore. Tu connais pas Dick Vermeil? Alors, Non. Dick Vermeil, c'est... Il a coaché les Eagles dans les années 80. Il a coaché les Cards de Saint-Louis avec Warner. Ils ont gagné le Super Bowl. Donc, c'est le coach en chef. Mm. Et entre ces deux passages, j'ai fait un burn-out à Philadelphie. Puis avant qu'il revienne, il est devenu commentateur à CBS, NBC, je sais pas quoi, whatever. Puis, je m'en vais dans une clinique, comme je suis un jeune coach, je m'en vais dans une clinique de foot à Syracuse. Puis c'est le guest speaker, là, la vedette. Et ce que je retiens de son speech, c'est t'as bien beau planifier, faire un game plan. Si tu t'ostines avec ton game plan, et il a donné un exemple, lui, quand lui était un jeune coordonnateur, si tu t'ostines avec ton game plan, une longue histoire, je ne vais pas vous la raconter au complet, à un moment donné, il faut que tu décides que c'est assez. Alors, il ne faut pas que tu hésites. Il ne faut pas non plus que tu mettes aux poubelles quelque chose que tu as. Alors, il faut que tu. Alors, les situations stressantes, il faut que tu les ralentisses. Puis, il faut que, comme coach, les gars s'attendent à ce que tu trouves une solution. C'est ta job de trouver la solution. C'est pas la leur. C'est ta job comme coordinateur. Donc, il faut que tu trouves la solution à l'intérieur de ton système. Donc, voilà. Oh, man. Prochaine question. Prochaine question. Du bocal. Du bocal. Avec le coordinateur offensif des Spartiates du Cégep du Montréal. Si vous n'aviez qu'une seule journée pour dépenser 1 million de dollars, comment la dépenseriez-vous? Premièrement, je pense que je ferais le don de je sais pas combien ça coûterait pour que les Spartiates aient un complexe bien à eux. Ouais. OK? Ça serait la première chose. Il resterait de l'argent, je présume. Je sais pas combien. Je le placerais. Moi, Excellente je réponse. ferais un fonds Ouais. quelconque. Ouais, ça. Encore. Ouais. Vas-y, Les Pierre. Spartiates sont un petit peu nomades. Hein? Très nomade. Très nomade. Toi, t'as joué à l'époque des Spartiates? roulottes. Des roulottes. Ouais, Exact. C'est comme... Vous êtes quand même mieux, là. Oui, on est beaucoup mieux à Parce que Notre-Dame maintenant. Les roulottes, quand t'as connu juste ça, c'est correct. Mais quand tu y repenses avec du recul, c'était assez fou, là. Mais toi, tu dis ça. Mais moi, quand je suis venu coacher, la première fois au Vieux-Montréal, on était au stade olympique. Notre vestiaire était entre le vestiaire des Alouettes, non, le vestiaire des Expos et le vestiaire de la Machine, je pense, de Montréal. Donc, on côtoyait Philippe Allou, ces gars-là, des grands joueurs des Expos. Puis de l'autre côté, il y avait des joueurs de foot. Et on pratiquait pas ça dans le stade olympique, ça arrivait parfois, mais on pratiquait sur un terrain qui est maintenant le stade Saputo de soccer. Il y avait un terrain là à l'époque alors là, je vais me vieillir, là. Mais en 1976, aux Jeux olympiques, j'avais 12 ans, j'allais là voir, c'était la piste d'entraînement d'athlétisme. OK. Les gens se préparaient là pour aller faire leur prestation dans le stade. Ouais. Alors moi, j'allais voir les gens s'entraîner sur cette piste-là, ce terrain-là. Nice. C'est loin, là. Ah, exact. Exact. Nice. Voilà. C'était des roulottes. Ouais, exact. Prochaine question. Prochaine. Ça, c'est l'avant-dernière question. L'avant-dernière. Alors, à quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? On va
doit être assez récent quand même. Je suis allé en Asie récemment. C'est ça, Nice. la Je reviens d'un mois en Asie. Nice. Où ça? Je suis allé en Corée du Sud. Ah, Pierre-Raymond, on voulait peut-être aller là. Très beau pays. Très beau C'est- pays. ah. Alors, mon garçon qui a 17 ans, donc l'âge de nos recrues au collégial, il s'en va au cégep. C'est son cadeau de graduation qui était prévu depuis 2-3 ans, Ouais. en espérant que la pandémie nous permette. Donc, on est Exact. allé passer un mois en boys, Ouais. alors, lui et moi. On mange en bien Corée. là-bas? On mange très bien, Oh my god. pas trop cher, Oh, en plus, c'est sûr. et puis c'est un beau pays. Ouais, beau exact. Ouais. Damn, chanceux. Alors, je dirais que, ouais, Ouais, allez en Asie. ouais. Ouais, Voilà. c'est nice. Ça donne le goût, hein. Ça donne le goût, tu dis. aller Alors, manger c'est un million beau de- pays. C'est un beau pays. Il faut aller visiter la zone démilitarisée pour comprendre que ici, nos voisins sont assez. Même si on trouve que les États-Unis d'Amérique sont un peu à l'envers, ils le sont ces temps-ci. Mais là-bas, le voisin qui est au nord, c'est la Corée du Nord avec un arsenal nucléaire probablement pointé sur Séoul. Ouais, c'est ça, exact. Ça fait pas tout à fait. Mais les gens là-bas au quotidien. Comme Ils tu se disais, préoccupent pas de ça. Ils font leur. Je pense que ça fait probablement partie de la raison de leur joie de vivre, puis Ouais. de style de société qu'ils sont. Ils se disent peut-être que c'est la dernière journée aujourd'hui. tu sais. Mhm. J'allais Je pense dire pas que c'est de même, mais. une classique phrase au foot, contrôle ce que tu peux. Exactement. Ouais. Exactement. T'as chanté du karaoké là-bas? Non. Non. Non, je suis pas un grand chanteur. Donc, J'étais allé voir du baseball. je suis allé voir du baseball. Ça doit Ouais, être ça fou. c'était Du dans baseball mes- coréen. du baseball coréen, un Insane. stade à Séoul de 20 000 personnes seulement, un dôme de 20 000 personnes, Quand même. fait pour le base. Insane. Et puis, c'est un peu surréel, le baseball, là-bas. Alors, Oh, c'est quoi qu'ils vendent comme bouffe? la bouffe, ça ressemble à ici. T'as donné puis t'as Des des hot dogs puis des chips, genre? hot dogs, pizza, mais coréens. Mais c'est ça, exact. Oui, non, ça donne c'est des- sûr. Mais hot dog, Oh. hamburger, poulet frit, oui, t'as tout ça. Je Ce pensais qui est qu'il- ce serait- spécial, c'est ce qui se passe pendant le match. Ok, j'ai vu. Alors, le baseball, c'est du baseball. Ouais. Donc, ça, c'est... Le sport n'a pas changé. Il y a 3 retraits, et bon, tout ça. Mais, tu as des cheerleaders. Bon, Nice. tu te dis, OK, c'est quelque chose. Mais les cheerleaders et la zone de cheerleaders, c'est la place où il y a le plus de partisans. Là, c'est plein. Toutes les sections autour des cheerleaders, c'est plein. Ouais. Ils ont leurs fans, je Ouais. présume, les cheerleaders. Et puis, quand l'autre équipe est en défensive, ils dansent, ils mènent du train, je présume, pour déranger le lanceur ou la défense. J'en ai aucune idée. Ouais. Et ça l'arrête pas. Ok. Ça l'arrête pas. Ouais. C'est le party. C'est ça. Dans ce coin-là, c'est le party. Ouais. Alors, C'est leurs ultras. Ouais, exactement. C'est intéressant. Ouais. C'est du base. Cool. C'est pas du mauvais base. Je te dirais que c'est entre du 3A et du 2A. Sure. D'après moi. C'est autour de ça. Sure. Ouais. Dernière question. Dernière, on va la prendre en Ça dessous. donne tiens. le goût. Ça donne le goût, tu dis. Je fais des billets de suite. Je suis sûr que les Airbnb sont pas chers là-bas en plus. Plus. Machine à voyager dans le temps. Tu vas dans le passé ou dans le futur et pourquoi? Le temps n'est pas limité au temps de ta vie aussi. C'est-à-dire, tu peux aller en l'an 3000 ou en l'an moins 1600. Bon, moi, je suis bien au moment présent, là, dans ma vie. J'ai toujours été. Mais mettons que tu devais Mettons que choisir. j'aurais. Comme le moment présent est en train d'exploser. Alors, Deux portes. je m'en vais sur la drive de Joe Montana Ah. pour quand ils ont gagné le Super Bowl de je sais pas quelle année, là, Ouais. où il a fait une drive, il a pris ça à sa ligne Ouais. de 15, je pense. Puis j'aimerais Pouf, ça pouf. être. Dans Hey. les estrades. Ben non, sur le sideline, là, possiblement, là, être Ouais. là, Ouais, puis ouais, de ouais. voir ça, puis de savoir que ça va arriver, mais de comprendre comment Ouais, exact. là. il a fait pour voir driver ça au ouais. complet. Ouais, ouais, Il ouais. paraît que lorsqu'ils sont rentrés dans le caucus, puis ça leur prenait un touché, là. Alors, je sais pas quel Super Bowl que c'est. Il est rentré, il a regardé, puis il a dit regardez là-bas, il y avait une vedette dans le in zone à l'autre bout. Je sais pas c'est qui, je me souviens plus. Puis il a dit à ses gars hey, on va y serrer la main. Calmez les gars. Mhm. Puis voilà. Pif. Merci pour le trophée. Salut, ouais. Elle est partie. Exact. Si tu vrai, c'est pas vrai, Ouais. aucune idée. Mais il était cool pas mal, Joe Montana. Paraît-il. Ouais, il était pas mal cool. Pour conclure notre conversation, je vais demander de terminer ma phrase suivante. Je m'appelle Ben Audet et je suis... Un gars d'équipe.
Il est aussi le coordinateur offensif des Spartiates du collège. Wow. Il est aussi le coordinateur offensif des Spartiates du cégep du Vieux-Montréal. J'allais dire du collège Notre-Dame. Du cégep du Vieux-Montréal. Merci d'avoir pris un moment avec nous. C'était vraiment Merci. très apprécié. Merci à Vraiment vous. fun. Merci. On a appris plein d'affaires. Là. Tu sais, je niaisais tantôt quand je disais que tu name droppais, mais écoute, c'est ta vie quand même. Hein. You're not faking it. Là. Si t'es arrivé, ça t'est arrivé. Fait que- Ah, Jésus, c'était chanceux d'être C'est ça. avec les gens qui Exact. on a parlé. Ouais. On parlait de légende, mais je veux dire, j'allais dire, vous me faites rire comme si je te vous voyais, mais le classique, quand on reçoit du monde, puis on se connaît pas, mais tu sais, ah, ben, tu sais, c'est quoi mon histoire, mais. Finalement, t'as des une bonnes belle histoire. Là. Ah, ouais. Ah, Exact. c'est l'histoire. C'est la Vraiment. mienne. Voilà. Exactement. Elle n'est pas finie. au C'est point ça, de j'allais dire, football. on a hâte de voir la suite. Vraiment, Ouais. vraiment. On a hâte de voir ça cette année. Ben, allez voir du foot, le monde. C'est important. Encourager le foot. Vraiment. Il paraît qu'on a un problème d'arbitre. Tu me Aussi. parlais Mhm. tantôt d'actualité. Ouais. Qu'on a un problème d'arbitre. Alors, ça prend du monde pour arbitrer, parce que sinon, il n'y aura pas de. Les jeunes, les gars ne joueront pas au foot. Mhm. Ouais. Mhm. Donc, ça serait un peu déplorable. Exact. C'est ça, on va Secondaire, souhaiter ou ça, whatever. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Il devrait y avoir un arbitre. Les joueurs de foot retraités Ça qui s'en nous vient, ça écoutent. s'en vient. Il devrait y avoir un arbitre. Vas-y avec ton message. Les joueurs de foot retraités là, qui nous écoutent, les coachs retraités aussi qui nous écoutent, là, qui cherchent des trucs à faire l'automne, ben, le Ouais. message est lancé. Si vous avez rien à faire, d'aller donner du temps à la fédération, devenir arbitre. Ah, je suis Ouais. certain qu'ils vont Ouais. les prendre à bras ouverts. Ouais. Mais il y a une formation d'arbitre au collège que vous allez peut-être croiser pendant vos pratiques. Puis je suis en train de nous setter des rencontres. Laurent Sylvie. Oui, Ah, il y a un autre angle de la game, c'est Oh, intéressant. ouais. On s'en va là, on s'en va là. Mais c'est sûr qu'on va en avoir Si un. vous pourriez avoir M. Daigneault, Ouais. qui a été arbitre longtemps, je pense plus Mhm. qu'arbitre, M. Daigneault, Mhm. je suis certain que ça serait bien Des bonnes intéressant. histoires. Ouais, c'est vrai. On va finit être ça là-dessus, les amis. On se voit la Merci. semaine prochaine. Semaine. Ciao.